dans leur démarche, ils veulent effectivement renouveler leur personnel qui ont été intégrés chez nous dans nos institutions. Parce qu'après le dialogue, il y aura quoi? Il y aura brassage, mixage. Oh, tu sais que tu as mis oiseau boy. Non, il n'a ni le pouvoir d'accepter ni le pouvoir de décider. Il n'a ni le pouvoir d'accepter ni le pouvoir de décider. Awande bobenga danger. Awande. Abenga kay Rangers. Ouais, na fille moi atala. Awande bomona danger. C'est ça la stratégie. C'est parce que na mukanda ya sommet wana nulle part ba sengi na Rwanda yepe asola ba FDLR. Pourquoi on ne l'a pas fait? Non, mais ça veut dire que c'est un fiasco. Non, mais ce sommet ne nous a servi à rien. Non, mais le Rwanda ne négocie pas en position de faiblesse. La reprise de tous ces territoires sous contrôle de l'ennemi ne peuvent être possibles que par la création de la zone tampon. Effectivement, pour éviter à ce que le gouvernement, qu'il y ait confrontation entre le gouvernement et les M23. Tout à fait. Et cette zone-là sera occupée par les forces qui seront envoyées par les deux organisations sous-régionales. Que craignez-vous? Non, mais je vois la ridiculité dans la démarche de ceux qui sont au pouvoir. Apparemment, c'est ce qu'ils avaient accepté et refusé par la suite. Alors, s'il nous faut faire la guerre au Rwanda maintenant avec le moyens dont nous disposons, est-ce que non, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. On ne peut pas faire la guerre au Rwanda avec un président comme Félix Tshisekedi. Si vous les maintenez, continuez à mourir en silence. Tikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5, 4.5, to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. De cœur avec les compatriotes qui vivent des moments extrêmement difficiles dans l'est de la République démocratique du Congo. Au travers de cette émission, nous tenons à vous envoyer beaucoup de courage, beaucoup de force et que vous puissiez garder une foi inébranlable, en sachant que cette situation n'est pas éternelle. Il y aura toujours un moyen d'en sortir. Mais la situation reste confuse, voulais-je dire, et cet état de choses s'empare un peu plus de la population qui se trouve au sud Kivu, précisément dans la ville et chef-lieu de la province Bukavu, malgré les assurances du gouverneur Jean-Jacques Purusi et celles de l'armée qui tiennent à affirmer ici que la ville ou la province est entièrement sous contrôle des FARDC, peu après l'alerte du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. On va en parler dans quelques minutes avec un invité XXL que nous avons fait venir pour vous. Le week-end dernier a été un week-end de tous les enjeux et dangers diplomatiques. La République démocratique du Congo a participé par les biais de sa première ministre au sommet conjoint SADC et AC qui s'est tenu le samedi dernier à Arusha. Nous sommes précisément en Tanzanie. Est-ce que la République démocratique du Congo a-t-elle tiré son épingle du jeu entre maladresse et stratégie diplomatique ficelée pour avoir gain de cause? Est-ce que la délégation congolaise est-elle passée à côté de l'objectif ou de l'essentiel? On va parler de cela. Le chef de l'État a pu participer à ces sommets en vision
conférence et représenté physiquement par la Première ministre, Madame Suminoa Judith. Et nous allons parler de tout cela. Quel langage diplomatique derrière le non-déplacement du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi? Le dialogue, est-ce la seule solution qui s'impose actuellement après la résolution du sommet conjoint SADC et AC? Pour en parler, qui d'autre que d'opérer le choix sur l'un de vos visages préférés, le président de l'EBAT, Alain Bolodjoa? Comment allez-vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. En tout cas, bonjour à tout le monde, bonjour à vous, bonjour à toute votre équipe. Merci de répondre à notre invitation et surtout de votre temps que vous avez pris pour faire cette émission. Nous en tenons à vous en remercier vivement. Merci à vous. Voilà, parlons de récents développements de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Sous quel angle vous voyez cette résurgence ou la chute ou le contrôle de Goma par le M23 et ses supplétifs, le Rwanda et ses supplétifs du M23 et j'en passe des meilleurs? Bon, il n'y a rien de surprenant. Tout était prévisible. Apparemment, tout le monde savait que Goma allait tomber. Tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire nous, de l'opposition, nos amis du pouvoir et les restes. Tout le monde savait que Goma allait tomber parce que justement, nous n'avons pas pris des précautions justement pour sécuriser cette ville. Quelque part, j'avais dit, c'était maladroit de notre part de focaliser plus d'énergie sur Goma. Parce qu'en réalité, derrière Goma, il n'y avait pas d'autre issue. Il n'y avait pas une base arrière, en fait, en dehors du lac. Il fallait plutôt sécuriser les villes avoisinantes ou les cités proches de Goma pour garantir la sécurité, non seulement de Goma, mais aussi de ces zones-là. Et lorsqu'on avait pris Sake, on avait compris que c'était les derniers verrous. Ça, que c'était les derniers verrous. Et donc, naturellement, on pouvait atteindre Goma. Un autre signe prémonitoire, c'était l'assassinat du général gouverneur. Lui qui était, bon, je ne dirais pas qu'il était le chef des opérations, mais il était l'autorité politique de cette zone-là. On dit qu'il aurait trahi. Non, il a été trahi. C'est lui qui a été trahi. Oui, il a été trahi. Et je crois que ceux qui ont suivi le vidéo récemment publié par une journaliste française ont compris que ce monsieur a été trahi. Vous prenez l'attitude militaire. On a eu à analyser froidement les vidéos diffusées par nos militaires. On s'était rendu compte que la guerre était perdue d'avance parce que toutes nos stratégies étaient mises en surface. Tout ce qui se faisait, on le savait. Donc, l'ennemi le savait aussi. Et puis, au-delà de ça, il y avait trop de plaintes. Trop de plaintes de la part de qui? De le militaire? Sur le plan humain. Il y avait beaucoup de faiblesses. Et donc, moi, personnellement, je savais que Goma allait tomber. Mais était-il possible d'empêcher à ce que Goma ne tombe? J'ai dit oui. Mais fort malheureusement, c'était un plan. Et je crois que ceux qui ont pris le soin d'analyser la situation, ils ont mis beaucoup d'énergie pour faire tomber Goma, justement, pour leur permettre de bien négocier. Bien, voilà. Mais le gouvernement congolais affirme jusqu'à ce jour qu'il n'y a que quelques quartiers et avenues qui sont contrôlés pour l'heure par le M23 et les militaires de l'armée rwandaise. Il y a un flou artistique qui s'installe autour de cette question. Nous ne savons pas avec exactitude si réellement Goma est tombé ou contrôlé par par les rebelles, quelques quartiers contrôlés par les rebelles, parce que le gouvernement nous impose un certain nombre de restrictions. Mais comment vous parlez avec beaucoup d'aisance que c'était prévisible que Goma se retrouve en cet état? Non, mais c'est justement parce que nous avons intégré
tous les éléments d'information. Et je pense que ceux qui disent que Goma n'est pas tombé doivent apprendre à être sérieux. Goma est tombé justement parce qu'il y a des symboles de pouvoir qui sont entre les mains des agresseurs. Vous et le gouvernement, vous les appelez les rebelles. Moi, je les considère des agresseurs parce que ce sont des étrangers qui viennent nous assaillir et nous pensons que c'est une agression. Mais la résidence du gouverneur est entre les mains de qui? Son bureau, la RTNC, l'aéroport. Ce sont là les lieux stratégiques, les lieux où ça exprime le pouvoir en fait. Ceux qui maîtrisent ces lieux-là ont la maîtrise de la ville. On ne va pas nous dire que Goma n'est pas tombé parce qu'il y aurait de couches ou de poches résiduelles de notre armée que nous aurions la possibilité de faire quoi que ce soit. Ce ne sont pas nos militaires qui gèrent la ville de Goma. Mais au-delà de tout, on doit se poser la question, comment font-ils sans base arrière? Comment se ravitaillent-ils en armement et en d'autres besoins? Parce qu'apparemment, en visualisant le vidéo de l'aéroport, on se rend compte que ceux qui étaient là ont été essoufflés, justement parce qu'ils n'avaient pas un accompagnement. Et donc, ça met à nu la responsabilité de ces fameux gouvernements. Un autre élément, on ne demande pas au gouvernement de réouvrir l'aéroport de Goma. À qui cette demande a été faite? À ceux qui ont la maîtrise de cet aéroport. Alors, si c'est le gouvernement, dites-nous comment vous allez procéder. Parce que pour arriver à l'aéroport de Goma, il faut passer impérativement par quelque part. Ils passeront par où? Parce qu'il faut qu'il y ait des négociations au regard des résolutions prises entre EAC et la SADC. On demande à toutes les parties prenantes de faciliter l'atteinte de travailler pour la réouverture de l'aéroport. Dans ce sens-là. Et donc, vous comprenez que ceux qui veulent nous imposer leur ignorance n'ont plus d'argument parce que nous savons que la ville de Goma est entre les mains de ceux qui ont des assaillants et non du gouvernement. S'ils veulent me prouver le contraire, que le ministre en charge de la communication ou de la justice puisse aller faire une interview devant le bâtiment administratif. Comme ça, on sera rassuré que c'est nous qui maîtrisons la ville. Et sous quel regard vous essayez de comprendre cette guerre aux conséquences incalculables qui nous est imposée? Bon, je crois que les guerres sont inhérentes à toute vie de nation. Mais je me rends compte que nous sommes indisciplinés. Nous sommes tellement indisciplinés que nous ne sommes même pas capables de faire le choix entre la guerre et la paix. Et donc, cela sous-entend que nous avons un grand travail à faire, un travail des idéologues pour que nous arrivions à construire l'homme congolais en prenant en compte les exigences des enjeux mondiaux. Parce que tel que nous vivons là, je me rends compte que les gens qui suivent tellement de films américains, ils pensent que c'est facile de faire la guerre. La guerre exige une intelligence adaptée. Et c'est ce que nous n'avons pas. Et ce n'est pas que nous n'avons pas de militaires qui connaissent les opérations militaires liées à la guerre, mais justement parce qu'il n'y a pas une politique de guerre mise en place par ceux qui prétendent être au pouvoir. Parce que je comprends. On n'a pas fait l'économie de la guerre, on ne sait pas combien ça va nous coûter en termes humains, en termes financiers, en termes des autres événements, mais aussi l'incidence de la guerre. Parce que quand M. Félix Tshisekedi s'hasardait à faire la déclaration de la guerre sans maîtriser les tenants et les aboutissants, les gens se rendent compte aujourd'hui, nous ne sommes prêts à rien et nous n'avons aucun pouvoir, ni de refuser, ni d'accepter quoi que ce soit. Et ça dénote l'ingouvernabilité de l'État. Ceux qui sont là n'ont pas la capacité, je ne parle pas de la capacité, la capacité à bien faire le jeu. Cette situation aurait pu bien être évitée, c'est ce que vous avez dit. Alors, à quel niveau nous avons failli en tant que nation, en tant qu'État? Est-ce que la responsabilité incombe à ceux qui ont été commis à différents services? Parce que depuis un certain moment, on voit des mises à l'écart de certains responsables. Je prends ici les cas
du responsable de la maison militaire du chef de l'État, Franck Toumba, qui a été auditionné. Et le lendemain, c'était au tour du Conseil spécial en matière de sécurité d'être évincé et être remplacé par l'ancien directeur des cabinets, le professeur Ebérand de Kolongele. Est-ce que vous comprenez que c'est un problème de vision de la politique de la guerre ou une question de trahison à certains niveaux? Bon, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte et ça donne le caractère transversal de la question. Déjà, au départ, la guerre ne se fait pas que par l'armée. Nous avons plusieurs intervenants à la guerre, justement parce qu'il s'agit là de la défense. Et la défense va au-delà de l'armée. Nous avons la diplomatie, nous avons les forces armées dans leur ensemble, nous avons le peuple, et tous ces éléments-là concourent, n'est-ce pas, à bien mener les opérations de défense. Fort malheureusement, le peuple n'a pas l'état d'esprit de faire la guerre ou de supporter les effets de la guerre. L'armée est disloquée par le fait qu'il y a eu des décisions contradictoires qui ont été prises. Nous avons fait avec vous une émission ici qui a été relayée par les services, par des gens. On a subi des menaces. Heureusement pour nous, les faits nous ont donné raison. Il y avait effectivement un problème de commandement. Et cela résulte de l'absence d'une politique cohérente des institutions politiques. On nomme par état d'âme, par des émotions. On fait des mises en place sans tenir compte de la sensibilité sociologique. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Le problème diplomatique. Effectivement, j'ai senti, et je l'avais d'ailleurs dit, que nous avions un problème à ce niveau, parce que justement, les gens pensent que la diplomatie, c'est ce qui s'est fait au niveau de la présidence ou du ministre. Alors qu'en réalité, nous avons toute une administration, toute une machine diplomatique. Il suffit seulement de voir la qualité des hommes et la fonctionnalité de nos ambassades pour vous rendre compte. Et je crois que l'autre fois, j'avais tenté de démontrer. Il y a des pays stratégiques, des pays qui pouvaient en réalité être des piliers et des alliés de taille. Mais fort malheureusement, il n'y a pas de répondants en fait. Il n'y a pas de points focaux à même d'orienter les actions dans le sens de la défense de notre pays. Et donc, tous ces éléments-là démontraient déjà à suffisance qu'il y avait beaucoup d'indiscipline, il y avait beaucoup de faiblesses. Vous insistez sur les chambardements ou les interpellations intempestives que nous constatons, que nous apprenons au niveau de sphères de la défense ou de la sécurité. Effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes parce qu'en réalité, on devait faire l'état des lieux, on devait faire l'audit des opérations pour que nous sachions qu'est-ce qui n'a pas marché. Et cette question-là, apparemment, n'est pas posée jusque-là. On établit des responsabilités sans dire en réalité qu'est-ce qui n'a pas marché. On rend responsable, par exemple, certaines personnes du fait de n'avoir pas bien géré le mercenaire. La grande question, était-il nécessaire de prioriser les mercenaires ou de renforcer notre armée? De rendre les forces C'est ça, les questions, ce sont là des questions que nous devions nous poser. Parce que si vous rendez quelqu'un responsable du fait que le mercenaire n'ait pas été bien géré, eh bien vous risquez de passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, devions-nous nécessairement avoir des mercenaires? Deuxième élément, devions-nous avoir des mercenaires blancs? Troisième élément, devions-nous avoir des Roumains? Ça, ce sont des questions que l'on devait se poser. Parce qu'on ne doit pas seulement se limiter à dire « oui, ça n'a pas marché sur tel point et on sanctionne ». Non, il faudrait d'abord scripter, diagnostiquer chaque aspect des opérations pour que nous sachions à qui la responsabilité. Et lorsque nous faisons cette analyse, nous nous rendons compte que le problème se situe plutôt au niveau du commandant suprême. Des forces armées. C'est lui qui est défaillant. C'est lui qui a accusé beaucoup de faiblesses. Parce que si vous prenez la transversalité de la question, sur le plan diplomatique, c'est lui. Sur le plan militaire, c'est lui.
sur le plan humain, sur le plan sociologique, c'est lui. Est-ce qu'il Parce qu'il revient n'a pas et bien joué son rôle. c'est à lui qu'il revient la responsabilité d'avoir toute la vision des choses Exactement. et définir même l'art de la guerre Et- que nous n'avons pas malheureusement jusqu'à ce jour. Non, mais le problème, c'est que déjà au départ, bon, je dirais, si je peux aller plus loin, la responsabilité incombe au peuple du fait d'avoir accepté un tel monsieur à la tête du pays. Parce que déjà, le fait de l'avoir est déjà problème. Parce qu'il y a eu beaucoup de faiblesses, il y a beaucoup d'états par rapport à ses procédés, par rapport à sa perception. Déjà, M. Félix, c'est qu'il n'a pas de vision. Il n'a ni la vision pour le développement, ni la vision pour la guerre. Et peut-être je vais vous surprendre. Mais il a l'ambition quand même d'un grand Congo. Non, mais attendez. L'ambition d'un grand Congo ne suffit pas. L'ambition seule ne suffit pas. Il faudrait aussi savoir comment y arriver. Voyez-vous, c'est comme il y a d'autres fous qui pensent aussi devenir président. Mais ils ne savent pas comment y arriver. Ils n'ont pas d'atout. Tous nos enfants rêvent de devenir ministre. Le rêve seul ne suffit pas. Il faudrait aussi avoir la discipline de l'ambition et la capacité d'assumer la fonction. Parce qu'être président, c'est tout diriger en fait. Mais si vous n'avez pas la capacité, ça ne sera pas difficile, ça ne sera pas facile d'atteindre cet objectif. La défaillance a commencé par lui. C'est lui qui a nommé par complaisance. C'est lui qui a fait de mauvais choix. Toutes les nominations, c'était que par des complaisance. nominations par complaisance. Et aujourd'hui, nous sentons que le monsieur est paniqué. Voyez-vous, il fait du colmatage. Il n'y a pas eu de choix mérité. Non. Non. En commençant d'abord par le ministre en charge des Affaires, le ministre en charge de la Défense. Ça, c'est un choix complaisant. On est dans une situation de guerre et vous préférez nommer un infirmier. Lui qui devait veiller sur la mise en œuvre de politiques publiques en matière de la défense, la personne n'a pas d'atout. Ça, c'est un problème. Comment est-il arrivé à nommer Chiwewe? C'était un choix de complaisance. Voyez-vous? Vous prenez le chef de sa maison civile, maison militaire. C'était un choix complaisant. Dans le contexte qui est le nôtre à l'Ebolodjo, est-ce que la qualité de celui qu'on nomme suffit pour déclencher un certain changement vers des perspectives que nous souhaitons tous? Non, mais effectivement. Ou c'est comment vous définissez l'action même et la vision qu'il y a à la tête du pays? Bon, je prends l'exemple d'Ibenge, ce coach qui a été apprécié à un certain moment par le Congolais. Il a été lui-même choisi par le gouvernement, par la fédération. Le fait seulement qu'il il savait ce qu'il voulait faire et au regard des orientations des affaires de route, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné des joueurs, c'est lui qui a sélectionné des joueurs par rapport à son système de jeu. Il n'a pas sélectionné des joueurs par rapport à leur acquaintance ou par rapport à leur beauté, par rapport à son système de jeu. Et quand il les a recrutés, eh ben, il a procédé maintenant par l'adaptation de son système de jeu par rapport à ce qu'il présentait, par rapport aux aptitudes individuelles de chaque de joueur. Et c'est comme ça, quand il faisait sa stratégie, il mettait en place sa stratégie, il adaptait aussi par rapport à l'équipe adverse. C'est comme ça qu'il est arrivé à marquer les esprits. Vous ne pouvez pas avoir une approche figée de la situation alors que les choses sont évolutives. Vous parlez de l'actuel ministre de la Défense. Est-ce que ce n'est pas une fixation que vous faites sur lui? Parce qu'avant lui, on a connu Jean-Pierre Bemba, qui n'était que l'homme de lui-même. C'est pour dire que l'expérience qu'on peut avoir ou la qualité du ministre seul ne suffit pas. Non, mais attendez. Mais si lui, il a la capacité d'orienter les choses par rapport à la vision de la personne du commandant suprême. On ne peut pas avoir un président de la République comme Félix Tshisekedi et avoir un ministre de la Défense comme celui-là. Non. Ce n'est pas le fait que nous avons critiqué Bemba qu'il faut le remplacer par un infirmier. Parce que Bemba, au moins, n'était pas si loin de la situation de la guerre parce qu'il a eu à mener des opérations, bien qu'il n'ayant pas la capacité de coordonner ou d'orienter les actions public dans ces domaines-là, mais du moins, il avait une base. Si lui, il a échoué, vous ne pouvez pas le remplacer par un infirmier. Mais dans mes recherches, je suis tombé
sur une note explicative et qui témoigne que le ministre de la Défense n'est qu'un administratif. Non, mais attendez. Non, mais attention. Il est administratif dans un domaine spécifique. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui prend des décisions. Il est le trait d'union. C'est lui qui veille à l'exécution fidèle de la vision portée par le commandant suprême. Parce que toute l'armée dépend du commandant suprême. C'est vrai sur le plan administratif, sur le plan administratif, sur le plan technique, il dépend du gouvernement dont il est issu. Et sur le plan politique, c'est-à-dire l'orientation, toutes les décisions sont prises au niveau du commandant suprême. Et c'est ce qui fait que le ministère de la Défense, c'est le ministère du domaine de collaboration entre l'institution gouvernement et l'institution président. Et donc, il doit maîtriser l'administration et il doit maîtriser l'aspect technique. Okay. Parce qu'il collabore avec des militaires. Il ne collabore pas avec des infirmiers. Voyez-vous, vous ne pouvez pas collaborer avec des hauts officiers militaires, avec des généraux, de lors que vous n'avez aucune idée sur la fonctionnalité de l'armée, sur sa composition et sur la transversalité de certaines questions. Parce que l'armée a une diplomatie. L'armée a un aspect de renseignement. L'armée a un aspect logistique. L'armée a un aspect opérationnel. L'armée a un aspect administratif. Il faut maîtriser tous ces méandres-là, toutes ces réalités, pour arriver à donner des orientations. Parce que quand vous êtes devant un chef d'état-major général qui ne se connaît pas, il peut vous impressionner par des termes. Mais peut-être que lui aussi, et c'est le cas de Chiwewe, il a accusé beaucoup de faiblesses. Parce qu'il n'a pas suivi un cursus normal. Et donc, vous prenez commandant suprême défaillant, ministre de la Défense faible et quasi inexistant, comme chef d'état-major général faible, et naturellement, vous avez la faiblesse. Et cela se répercute aussi au niveau de province. Et il y a Chiwewe qui est parti, c'est lui qui arrive, il devra prendre ses marques et chercher à s'affirmer dans un contexte difficile. Il a déjà commis de bourdes. Déjà. C'est pendant qu'il est chef d'état-major qu'il y a eu de problèmes à Goma. Est-ce qu'avait-il déjà le contrôle de la situation sur le terrain? Non, mais il a donné l'impression d'avoir déjà le contrôle. Parce que c'est vrai que ce n'est pas sa stratégie, ce n'est pas son plan qui a été appliqué, mais du moins, il a failli. Il a failli, il devait se ressaisir. Quand les gens l'applaudissaient, moi, je me posais la question, pourquoi? Parce qu'il venait à peine d'entrer, comme tout Congolais, on fait des incantations, on veut démontrer qu'on est meilleur par rapport à son prédécesseur. Et au finish, on se rend compte qu'il n'y a rien là. Alors, à l'interne, que devons-nous faire pour colmater les brèches? Il faut faire partie. Parlant de la chaîne de la défense et du gouvernement, qui ne se révèle pas être présent au rendez-vous. Il faut tout chambouler. Non, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été, beaucoup de fautes. Ce n'est même pas en termes d'erreurs. Beaucoup de fautes qui ont été commises. Et je pense que la solution est la meilleure, c'est le départ de M. Félix Tshisekedi. Parce que si on fait partie, le commandant en chef défaillant, on va rétablir les équilibres. Le problème de M. Félix Tshisekedi, c'est quoi? Quand il est arrivé, ne comprenant pas les enjeux, il a fait semblant de s'accommoder au système qu'il y avait. Après, je ne sais pas s'il a été piqué par quelle mouche, il a cherché maintenant à chambarder l'ordre qu'il y avait. Il a commencé à faire des incantations. Il trouve un colonel, il fait de lui général de brigade, général-major, lieutenant-général, et ainsi de suite. Et puis, il donne des fonctions. C'est justement parce qu'il voulait sécuriser son pouvoir. M. Félix Tshisekedi n'a pas investi dans la sécurisation de l'État. Il a plus investi dans la sécurisation de son pouvoir. Alors, si nous avons un président de la République sérieux, un homme qui s'y connaît, la première des choses, il va plus donner la chance à ceux qui ont la maîtrise de l'armée à occuper de postes stratégiques. Il doit inviter même ceux s'ils ne qui sont ont... pas de sa tribu. Surtout pas. Il doit inviter ou convoquer tous ceux qui ont eu à mener des opérations avant lui pour avoir leur expertise.
N'oubliez pas que le M23 ont été défaits. Ceux qui ont défait le M23, l'essentiel d'entre eux sont encore vivants. Vous connaissez certainement le général Didier Etumba. C'est un retraité de l'armée. Mais il a eu à travailler là-dessus. Il peut mettre son expérience à contribution. Il peut apporter sa pierre à l'édifice. Vous avez le général Olenga. Il est encore là. Vous avez général Yave avec les autres qui sont en prison. Vous comprenez pourquoi on se passe d'eux aujourd'hui? Non, mais je comprends effectivement parce que M. Félix Tshisekedi, cherchant à protéger son pouvoir, il a semblé négliger la sûreté de l'État. Et donc, si vous appelez tous ces gens, vous appelez les ex-phases et ainsi de suite, vous mettez autour d'une table, vous leur demandez de vous présenter un plan de guerre. En ces moments-là, vous avez de l'expertise. Mais le ministre en charge de la défense doit être soit un spécialiste en renseignement militaire ou soit un militaire. Le départ de Tshisekedi maintenant, dans ce contexte de tension croissante dans la partie orientale de la RDC, est-ce que ce ne serait pas un départ risqué? Quel est le plan que vous avez après Félix Tshisekedi et comment vous comptez finir cette situation que vous aurez héritée de l'ancien régime au lieu de laisser à celui qui est là d'en finir avec la situation dans la partie orientale du pays? Parce que non, il va les pas revendications parfois aussi de ces agresseurs sont parfois loufoques. Non, mais le problème, c'est que le fait seulement que nous sommes dirigés par des gens qui ont de politiques apépristes, il nous sera difficile d'envisager l'avenir autrement. Et puis, deuxièmement, nous devons éviter de donner l'impression comme si nous ne réfléchissons que par rapport à ce qu'il y a. Il est là, qu'est-ce qu'on en fait? Non. On peut aussi envisager son départ. Que les intelligences soient orientées plutôt dans la probabilité d'avoir un autre président que Félix Tshisekedi. Parce que nous ne devons pas rester dans ces carcans qui nous disent non, voilà, s'il partait aujourd'hui, supposons qu'il mourrait parce que c'est un humain. Le pays est partiellement occupé, c'est dans ce contexte que vous appelez au départ de non, mais effectivement, il est défaillant. Pourquoi ne voulons-nous pas réfléchir au-delà de ce qu'il y a? Si les gens pensent que l'on doit lier la question sécuritaire à la durée du mandat, ça c'est vous. Parce que dans le raisonnement, on veut nous donner l'impression comme si il faudrait qu'il termine son mandat pour envisager son remplacement. Mais nous sommes en face d'une situation de guerre qui nécessite de l'intelligence, de la capacité que je ne trouve pas dans la personne de Félix Tshisekedi. Alors, il y a moyen qu'il parte de là. Il peut démissionner. Ce ne serait pas faire le jeu de l'ennemi. Non, mais le jeu de l'ennemi, c'est l'avoir lui. Parce que sa présence profite à l'ennemi. Sur le plan diplomatique, sur le plan militaire. Comment ça? Sur tous les plans. Vous le voyez se battre comme un diable dans un bénitier pour sortir le pays du gouffre dans lequel il est englué depuis des années. Parce que dit-il avoir aussi trouvé cette situation. Non, mais je peux vous défier. Félix Tshisekedi, durant son mandat, n'a pas investi dans l'État. Il investit en lui. C'est en lui. Il défend son pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Son souci n'est pas de résoudre vos problèmes. Non, son souci, c'est de faire en sorte que vous ne le mettiez pas en insécurité. C'est-à-dire qu'il veut se protéger soi-même. Cher ami, si moi je veux défendre la nation, toutes les dépenses de luxe seront mises de côté. Je vais privilégier la défense. Savez-vous qu'il n'y a pas d'amélioration dans les conditions de vie et de travail des militaires? Si tout ce que nous entendons est vrai, ces messieurs, c'est un danger pour la République. Pouvez-vous vous imaginer l'armée divisée? L'armée de Kabila, ceux qui ont eu à travailler avec Kabila, l'armée de Félix, c'est-à-dire on parle de tribu Luba, et puis zone géographique Katanga, et puis les restes. Mais comment une armée qui n'est pas homogène peut-elle gagner la guerre? Une armée qui n'est pas unie peut-elle gagner la guerre? Vous voyez même en termes de
de vestimentaire, les tenues que l'on donne au Chikata, allez comparer avec les autres. Or, l'armée a besoin de l'unité. Pas seulement de commandement, mais l'unité aussi en termes de vision. Et en ce moment, le pays a besoin de l'unité entre acteurs politiques, société civile, oui. Et non, par exemple, vouloir maintenant le départ de Félix Tshisekedi. En d'autres termes, serait prêter le flanc à l'ennemi. Non. Moi, je pense que si aujourd'hui Félix Tshisekedi nous facilitait la tâche de prendre ses clics et ses claques, ça va plus nous aider. Parce que même l'ennemi n'aura plus de prétexte. N'aura plus de prétexte. Essayons un peu d'explorer cette option-là. Ne parlons pas seulement en termes de Félix. Non, parlons nation. Nous sommes en face des problèmes, de vrais problèmes. Quelles sont les solutions à apporter? Si vous dites, on peut tout réfléchir sauf son départ, naturellement, vous êtes dans un carcan qui vous interdit de bien réfléchir. Et comment on va gérer cette période de transition ou l'après Tshisekedi? Non, mais l'après Tshisekedi, c'est quoi? S'il partait administrativement, politiquement, il part, l'État reste. Ne donnez pas l'impression que s'il partait aujourd'hui, eh bien, ça sera un frein pour l'État. Non. Nous avons connu pendant la période de guerre la mort d'un président de la République, n'est-ce pas? Ça a changé quoi? Mais le pays n'était pas nous étions en guerre. Dans cette situation nous étions en guerre. Connaissons maintenant. Non, la situation était pire que ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le M23, mais le pays n'était pas scindé comme le cas, c'était le cas en 2001 ou en 2000, en l'an 2000. Il y a eu un président qui n'est pas parti et par sa volonté, par son propre gré. Il a été tué, bien que je ne soutiens pas ses thèses. Mais si aujourd'hui Félix Tshisekedi voulait effectivement sauver la nation, il peut aussi démissionner. En démissionnant, la classe politique et l'armée vont se mettre autour d'une table pour créer d'autres orientations. Parce que le problème, c'est que vous ne pouvez pas réfléchir en dehors de Félix Tshisekedi. C'est ce qui justifie la situation que nous avons. Sachez il reste incontournable au regard du plébiscite dont il a joui lors de les hommes indispensables de décembre 2023. Les hommes indispensables en politique et en société n'existent pas. Voulez-vous trouver la solution? Mais notre pays a besoin des hommes forts et des institutions fortes, les deux en même temps. Oui, mais on n'a pas un homme fort, on n'a pas des institutions fortes. Ça, c'est une évidence. Ce qui n'est pas fort. Il n'y a aucune institution qui est forte. Voyez-vous? Alors, si nous voulons changer les choses, explorons toutes les voies. Pourquoi j'insiste là-dessus? Vous avez dit qu'on aurait convoqué le chef de la maison militaire. On va lui poser des questions sur la gestion, n'est-ce pas? Des mercenaires romains. Des mercenaires. D'après ce qui est dit en ligne, on nous parle de 2000, d'un écart de près de 1500 entre ce qui était prévu et ce qu'il y a. On parle de 2000 et quelques, et sur le terrain, on n'identifie que moins de 500, à peine 500. Mais les mercenaires ont été recrutés quand? Ils ont commencé à opérer pendant combien d'années? Combien de temps? Alors, comment les gens se rendent compte aujourd'hui parce que Goma est tombé? Pendant tous ces temps-là, il n'y avait pas suivi évaluation? C'est la grande question. Non, mais effectivement, voilà pourquoi j'ai dit. Le fait seulement que vous ne voulez pas intégrer ces choses-là, vous risquez de soigner la plaie sans crever l'abcès. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment sommes-nous arrivés à recruter des gens, à les déployer? Et c'est à la fin qu'on se rend compte que le nombre n'était pas ce qui était prévu. Qu'est-ce que cela cache selon vous? Deuxième élément. On a combien de militaires dans les zones d'opération? Si mes sources sont véridiques, à Goma, il y aurait plus de 40 000. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. C'est ce qu'on nous dit. Mais sur terrain. Parce que s'il y avait 40 000, et enlevant ceux qui ont été fauchés, on prend les vivants. Le M23 a contrôlé combien de militaires? Combien de militaires sont arrivés à fuir la zone des opérations pour aller à Bukavu?
Essayons de faire les calculs. Parce que je me dis, si on avait effectivement 40 000 militaires dans cette zone, on allait les sentir. Cher ami, ajouter 40 000 personnes dans une ville, on les sent. Rien ne me rassure qu'il y avait 40 000. Rien ne me rassure qu'il y avait 40 000. Encore là, c'est aussi un gros mensonge. Le chef de l'État a été roulé dans la farine. Non, rien ne me rassure qu'il y avait 40 000. Parce que ce sont les statistiques fournies par l'ancien ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas le fait qu'on le dit que moi, en tant que scientifique, je dois cautionner cela. Si on avait effectivement 40 000, le Rwanda n'allait pas envoyer 4 000. Le Rwanda a envoyé 4 000. Avec les 4 000, ils ont pu s'emparer de tous ces territoires. Alors, dites-moi, comment sommes-nous arrivés à avoir ces résultats-là? Troisième élément, l'état d'esprit des militaires. Était-il suffisamment motivé? Parce qu'il vous souviendra que notre ami et frère Israël Mutombo a été interpellé par les services du fait d'avoir dit que nos militaires toucheraient $20 des primes. Combien perçoivent-ils? Et l'état des caisses, combien d'argent? Quels sont les équipements qu'on nous a vantés ici? Et pourquoi n'a-t-on pas utilisé les avions pour faire la guerre? Où sont passés les Sukhoi? Tous ces éléments-là prouvent à suffisance que le complot a commencé bien avant. C'est-à-dire qu'il y a eu complicité dans tout ce qui a été fait. Et pourquoi la mobilisation ne s'est fait que lorsqu'on prend Goma? Pourquoi n'avons-nous pas déployé tous ces moyens-là pendant qu'on était encore à Bunagana? Bunagana, c'est 3 ans que la ville était... Vous comprenez? Ce sont des questions qui méritent des réponses. Et c'est après seulement qu'on va comprendre que la personne qui devait superviser le tout, diriger, garantir, comme aime le dire lui-même, toutes ces choses-là, a été défaillante. Et donc, naturellement, si la société veut résoudre le problème de l'État, il doit faire partie Félix Tshisekedi. Est-ce que tente-t-il aujourd'hui de rectifier les tirs par les départs de l'ancien conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Jean-Louis Sambo, qui est remplacé par Ebérande Kolongele? La qualité des Sardiniens vous séduit-elle? Non, quelle qualité? Et Sambo, c'est un constitutionnaliste, c'est un juriste. Bon, je sais que généralement, les hommes publics ont toujours tendance d'aller vers le renseignement. Est-il spécialiste sur des questions de renseignement? Parce que pour être conseiller spécial sur des questions de sécurité, il faut être outillé. J'en ai parlé, n'oubliez pas. Lorsqu'il a été nommé, je disais, je l'apprécie en tant que professeur, mais je ne le vois pas comme conseiller spécial sur des questions de sécurité. Mais il y a des gens qui ont fait les renseignements qui sont là. Il y a des spécialistes en renseignement dans ces pays, parce que l'État a eu à investir dans ces pays. Où sont ces personnes-là? Mais Ebérante, il était Dirkab Aïe, ministre numérique, quelque chose comme ça. Mais ce monsieur, il n'a pas convaincu. Mais on décide quand même de le faire revenir. Non, mais pour le récompenser, vous faites de lui conseiller spécial pendant que nous sommes dans une situation de crise. Ne me dites pas qu'à l'ANER, il n'y a pas de spécial, il n'y a pas d'intelligence. Alors, sur base, tous ces choix sont-ils faits? On a eu Jean-Louis Sambo, vous appréciez bien son profil en tant que professeur. Oui, professeur. On a Ebérande aussi, qui a presque le même parcours, et le même CV, juriste. Mais pourquoi? Sur base de quoi? On perd ce choix. Non, mais effectivement, le fait seulement qu'on a besoin. Parce que quand vous regardez le comportement de M. Félix Tshisekedi, il nomme sur base de critères confiance. OK. Or, lorsqu'on nomme sur base de critères confiance, on veut se protéger. Mais si on nomme sur base de critères compétences, on peut avoir quelqu'un qui contredit ce que vous dites. Parce que les compétents ne fléchissent pas devant le chef. Conseiller spécial, c'est un poste un de moindre. Même vous, l'autre jour, vous serez tenté de nommer en suivant les critères de
confiance, Non. mais aussi des compétences. Non, Si compétence. vous avez la vision. Non, compétence. Dans l'État, on ne peut pas seulement nommer, dans tous les postes, on ne va pas nommer, par sec, je peux comprendre qu'il soit un homme de confiance. Mais le chargé des renseignements, même si je n'ai pas confiance en lui, s'il est compétent, il me sécurise. Mais si vous prenez un homme de confiance et que la personne n'a pas assez d'atouts, il aura des difficultés. Voyez-vous, quand M. Félix Séké avait nommé François Béat, peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte, les spécialistes ont dit c'est un bon choix. Mais avait-il confiance en lui? Non. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît. Voyez-vous, ce qui a fait que même certains pays se sont sentis en sécurité parce qu'il était là. Je prends ici, en l'occurrence, le Congo-Brazza. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui a suivi, qui a été formé dans des grandes académies, quelqu'un qui a le carnet d'adresse, parce que généralement, les agents sont formés selon les écoles. Voyez-vous, si vous êtes formé par les Russes, vous avez des amis, des connaissances dans ce secteur. Si vous êtes formé par les Israéliens, les Américains, et ainsi de suite. Lui, il est de cette école-là. Il a des amis dans d'autres pays qui assument la même fonction. Mais quand vous prenez un spécialiste sur des questions administratives, vous voulez quoi? Vous voulez faire... L'essentiel, nous émettons nos points de vue, ça nous expose, mais nous vous disons certaines vérités. Parce que généralement, je me rends compte que vous rendez compte des réalités qu'après les conséquences. Vous n'avez pas la capacité d'anticipation. Alors qu'en réalité, dans le vrai leadership, pas ce que nous voyons là, un bon leader doit avoir deux types de collaborateurs. Ceux qui sont capables de solutionner le problème qu'il y a et ceux qui sont capables d'anticiper sur le problème. Or, Félix Séké n'a pas de collaborateurs qui peuvent résoudre le problème qu'il y a. Et il n'a pas non plus les gens qui peuvent anticiper sur l'événement. C'est-à-dire que c'est un leadership faible. Merci beaucoup, Alain Bolodjoa. Pour l'instant, nous allons marquer une courte pause et nous retrouver pour la seconde partie de l'émission. Après Kanyama KCC, le service national installe à Lovo. Nous sommes précisément au Congo central, aux portes de Kinshasa, une grande ferme. Et ce week-end dernier, plus de 5000 hectares de maïs sont sortis des terres cette saison et 1000 sont attendus la saison prochaine. Cette grande ferme céréalière fait déjà du bien. Regardez ce reportage que nous propose Jean-Pierre Kayembe. Des champs de maïs à perte de vue, formant un relief spectaculaire. Et dans ces garages, des récolteuses impatientes de passer à l'action. Après Kanyama KCC, voici Lovo, la nouvelle pépite du service national. Dites-moi une seule grande ferme de production céréalière autour de Kinshasa. Il n'y en a pas, hein? Mais Lovo me séduit particulièrement par rapport à sa qualité du sol, par rapport à ses situations géographiques également. C'est-à-dire, je pourrais dire, sans avoir peur d'être contredit, que la qualité du sol, le Lovo, est meilleure par rapport à celle de Kanyama KCC. Vous serez étonné. Deuxième chose, la situation géographique. La position de Lovo nous permet d'acheminer facilement les intrants et d'évacuer la production, juste à côté de Kinshasa ici. J'ai quitté Kinshasa le matin, je suis ici, je vais rentrer dormir chez moi. Donc on peut faire un aller-retour. Si on a besoin d'une pièce, si on a besoin de carburant, si on a besoin d'un appui technique, vite ça peut intervenir à Lovo, contrairement à Kanyama KCC où Kanyama KCC est enclavé, il faut beaucoup d'acrobatie pour arriver à apporter un appui. Une ferme agricole aux portes de la capitale. Réputée pour ses massifs calcaires percés des grottes, Lovo peut aussi nourrir Kinshasa et ses environs. Les premiers essais sont plus que satisfaisants. 500 hectares de maïs sont sortis des terres cette saison. 1000 hectares attendus l'année prochaine. Un bon départ, mais il faut faire plus, assure le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, commandant du service national. 500 hectares, c'est beaucoup. C'est une grande production. Avec une projection de faire 1000 hectares l'année prochaine,
La seule difficulté ou la seule grande contrainte que nous avons à Lovo, c'est la contrainte liée au climat. C'est comme si se créait un microclimat dans la zone ici, il n'y a pas beaucoup de pluie. Et pour arriver maintenant à régler ces problèmes, c'est réglable, on peut régler cette question-là. Il faut faire l'irrigation, c'est-à-dire on y apporte encore un peu plus d'eau, pas de moyens techniques. Mais pour arriver à faire cela, il faut un investissement important. Des moyens techniques qui exigent un coût important. Mais dans sa technicité, le général Kassongo Kabouye a déjà imaginé une solution pratique. Le site où nous sommes, nous l'exploitons en météage, c'est-à-dire nous sommes en train de louer les terres qui appartiennent aux tierces personnes. Et donc vous voyez, s'il faut y investir des millions de dollars pour faire l'irrigation, on a un peu peur, on se dit, vous investissez aujourd'hui, demain on vous dit de ne plus exploiter tout l'investissement que vous avez mis là-bas. Deux possibilités, soit on plaide auprès du gouvernement, qui nous l'achète et le met sites à notre disposition, ou on négocie avec le propriétaire pour un contrat à longue durée, à long terme. Parce que les investissements qu'il faut faire, il faut attendre le retour de ces investissements. Ce n'est pas moins de 10 ans, ce n'est pas moins de 12 ans. Donc le gouvernement peut accepter de mettre des investissements lorsqu'il y a des garanties que c'est un contrat à longue durée qui va être fait. Ça sera bénéfique et pour le propriétaire de la concession, et pour le service national, et même pour la population. Avec au moins 16 000 tonnes de maïs produits en 2024 à KCC et près de 50 000 tonnes attendues cette année, le service national est ce qui manquait à la République dans sa lutte acharnée contre la sécurité alimentaire. Allez, merci beaucoup. De retour sur ce plateau. Nous sommes dans la seconde partie de l'émission et qui va consacrer une grande partie du temps à la démarche initiée par les églises catholiques et protestantes, mais aussi nous allons réserver une analyse quant au dernier sommet conjoint SADC-EAC qui s'est soldé par de recommandations et par un cessez-le-feu immédiat et aussi un dialogue qui est imposé à tout le parti étatique et non étatique. On va essayer d'en comprendre avec Alain Bolodja, avec qui nous sommes sur ce plateau. Alain Bolodja, vous avez été consulté par l'ECC et la SYNCO. Une première question. À l'issue de cette consultation, qu'est-ce que vous avez compris de la démarche de Père spirituel? Bon, déjà, le sursaut national a donné son accord de principe. Le sursaut national soutient la démarche des deux églises. Mais moi, Alain Bolodja, là, vous parlez à titre individuel. Au-delà de bonnes intentions, je me rends compte qu'il y a un problème de procédé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des idées déjà préétablies, préconçues. Par qui? Par les églises. C'est-à-dire qu'ils pensent que pour résoudre le problème, il faut qu'il y ait la cohésion nationale. Mais attention, dans leur démarche, la cohésion nationale autour de la personne de Félix Tshisekedi. Parce qu'il reste incontournable, il y est. Non, mais il est incontournable parce que vous le voulez. Il y a possibilité de sauver le pays sans Félix. Comme aussi, il y a possibilité de sauver Félix Tshisekedi sans le pays. C'est à vous maintenant de faire le choix. Donc voilà, il est président, que l'on aplanisse les divergences, qu'on essaye de se mettre autour d'une table pour dégager une vision commune qu'ils ont appelée le pacte social. On doit réfléchir sur la gouvernance et ainsi de suite. Et après, on va déverser tout ça. On va donner à Félix Tshisekedi. Et c'est lui maintenant qui va veiller sur l'application. Apparemment, vous ne connaissez pas le monsieur. Bon, vous êtes supposé le connaître, en fait. Le cadre que vous allez mettre en place n'a aucun pouvoir coercitif.
ne peut rien imposer. Il n'y aura aucun moyen de contraindre De contraindre, non? Tshisekedi Du tout. à Nullement. appliquer les résolutions. Non, mais déjà, de ces ceux qui ont pris consultations. l'initiative nous ont dit qu'ils auraient déposé leur proposition en 2020. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Pourquoi ça commence maintenant? Tout ça pourquoi? Parce que les gens sont excités. Aujourd'hui, parce qu'il y a prise de Goma. Mais je connais comment le Congolais fonctionne. Après 2 semaines, 1 mois, ils vont considérer que c'est un fait normal. Ils vont continuer à vivre. En ce moment-là, le fait seulement qu'il n'y aura plus de pression par rapport à Goma, il va revenir à sa vraie nature. Laquelle? Non, la nature de ne jamais respecter les accords, les engagements. Parce que s'il y a pression aujourd'hui, il réagit. Mais après, s'il n'y a plus de pression, s'il sent qu'il peut rester président sans Goma. Cette fois-ci, ce sera en présence de témoins dont les églises catholiques et protestantes. Est-ce que ce n'est pas différent? Est-ce que c'est le même contexte? Non, mais attendez. L'essentiel des accords signés par Félix Tshisekedi n'ont jamais été respectés. Ne me dites pas qu'il n'y avait personne. Il y a eu plusieurs accords qui n'ont pas... À Nairobi, avec Kamere, il y avait la présence de certains pays. Il n'a pas respecté. Avec Kabila, il y avait la présence de certains autres pays. Il n'a pas respecté. Avec la Constitution, il y avait le monde entier. Il n'a pas respecté. C'est quelqu'un qui n'a pas la nature de respecter sa parole. Aujourd'hui, c'est justement parce qu'il a une pression. Mais si cette pression-là est maîtrisée, il n'aura même plus besoin de vous. Heureusement peut-être pour vous, parce qu'il vient encore d'apposer sa signature sur un document qui exige à ce qu'il y ait dialogue. On va analyser cela. Mais ce n'est pas ça. Moi, je demande à l'élite congolaise d'explorer l'idée d'avoir des solutions sans Félix. C'est comme Ne nous amenez pas le préfabriqué du genre, non, voilà, mettons autour d'une table la cohésion nationale. Non, on peut avoir la cohésion nationale que s'il y a le respect strict de normes. Tobetape lingala pona ko permettre bande ko na biso o ba olanda biso bisika nyonso ya ko comprendre le fond de vos pensées. Donc pona bino alembo lojwa démarche ya basango ezali crédibilité. To okotia moi concept mususu adjectif mususu. Pona biso c'est-à-dire sur son national, basango ba na bonne intention. Bah, pour ça, bah, si c'est un problème qui nous assaille, ou ils ont dérangé, ou ils ont quoi, ils ont kangabisu na mongongo. Mais le lingi na bango ya kosala, wana ngai, na osepe na ngote. Omoni, na éducation nanga, na culture nanga, na formation nanga, na bomoto wangai, boyambi yanga. Je ne suis pas du genre, pour manger, il faut avoir le riz. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pour manger tout ce qui se présente. Il faut qu'il y ait une combinaison. Il faut dans la céréales, dans la légumes, dans la viande, dans la fruits. Mais ne me dites pas, il faut manger la mangue, il faut manger le maïs. Non. Donnez-moi la formule, c'est à moi maintenant de choisir quel condiment utiliser et quand. Parce que ceux qui n'allaient quoi, foufou. Ceux qui n'allaient foufou, n'allaient makemba. Ceux qui n'allaient makemba, n'allaient mbala. C'est comme ça, moi, je raisonne. Non, ici il y a le foufou, ici il y a le pondou, ici il y a le ndakala, mangez-y. Non, c'est pas comme ça. Lingito trouver solution avec Félix Tshisekedi. Et si matin. Donc, ce qui dialogue et Kozala sans Félix Tshisekedi. Mais format Oyo, yango tolunga to comprendre, ce sera sous quel format? Le problème est que la démarche à Basango, Balingi, Batubaya. Vous déversez d'abord l'orientation à Bino. On a 9 points. Hein? 9 points. Kotonga Banzela, Kotonga ba école, ba hôpital, tout ça. Moi, je pense que par rapport à contexte où ça est là, Bilo Kwanezana est importante. Parce qu'il y a des ministères qui sont là. Pour l'instant, il faut sauver les pays. Non, mais sauver les pays en mettant sur la table la question de la gouvernance sur le route. Parce que ce de l'autre sur le route, il faut trouver maintenant pourquoi cela n'a pas marché. Quand on a un ministre de l'infrastructure,
Félix Sekela c'est mon beau-frère. Bo touché. Au moins Babilo wana eza tosuka kana sika wana. Ndeko Denis c'est ça ngana bandeko ya sur ce babino ou les à 9 à 4. OK. Sur les 4, l'idée est ali boye bo déverser ba proposition na bino par rapport à 4 thématiques, bo pesina bateau ba koza ba représentant na bino, ba expert na bino politique na ba expert à domaine technique, bo tché bango pour que ba en débattre. Après ça aussi ici va répondre maintenant un document. Ce document-là va être donné à Félix Sekela pour que cette fois-là, va convoquer forum. Tel que tout Tamboulawa, il n'y a pas une base légale. Les Sango n'ont aucun document légal. Bah, ça, là, comme père spirituel. Mais après, maintenant, ils vont convoquer le forum. Forum, moi, est-ce que vous avez pour maintenant parler des questions, mais avec Félix Sekela. Mais Félix Sekela a été. Vous avez une ouverture, une clôture. Mais quand vous allez en débattre, vous débattre na ba Misi Makutano, na ba Fils Mukoko, ba Gilles Mouniere, ba tout ça bolobi et si après ça aussi ici, vous tirez maintenant conclusion, beaucoup au PSAI pour atteindre l'éventualité à quoi appliquer. Bon ça est l'autre. Vous savez pourquoi la conférence nationale souveraine n'a pas tenu? Parce que le chef était au-dessus à mêler. Et si matin, il peut décider à dire oh nandimite. C'est ce que Kabila a fait avec le dialogue à Senkona et à Saint-Sylvestre. Il a fait ce qu'il voulait. Alors il faudra y aller. Il faut sanctionner. Que devient alors son mandat, son tout récent mandat? Non, mais le mandat est lié à respect à la Constitution. Le mandat est lié à respect à la Constitution. La Constitution dit s'il ne respecte pas la Constitution, mandat est aussi là. Mais pourquoi bien vous avez autant la Constitution? Est-ce que vous avez vu qu'il y a un président qui demande s'il a rappelé avant de faire un mandat? Fonction économique aussi avant de faire un mandat. Et alors, vous explorez l'idée, moi, je suis au fungoli jeu. Bato bana posa Félix Sekela longa, bato bana posa Félix Sekela tikala, bato bana posa longa, mais ça va déclaration qui a sous candidaté. Tous ces gens-là vont se mettre autour d'une table. Mais si vous dites il reste et on réfléchit sur tout sauf ça, là maintenant vous voulez faire de nous des accompagnateurs. Et au Bimaloko, Alain vient, on va te consulter comment aider Félix Sekela à se maintenir au pouvoir. Ah, Bonigo? Yo mo komoni Félix Sekela dans la makanisi ya kondima dialogue wana ya kofongola motema pe ya kolobaki ya mbala on a changé. Ah le bien va ça on a format o ya lingi. C'est ce qu'il a dit au père. Mais est-ce na kosi? Alingi va ça on a format o ya lingi. C'est lui le décideur. Ya ba samota? C'est lui qui décide. Donc ce que tu as format o ya lingi et kozala FCC union sacrée bis. Union sacrée élargie aux opposants et société civile. Voilà ce quoi ba komi kokonza et pas kabuya. Ah bon ça est l'autre. Moi, je suis trop mon Lucas solution à pays. Bon, est-ce qu'il faut Alain Bolodja soit là? Non. On les écarte. Est-ce qu'il faut Kabila? Non. Est-ce qu'il faut Félix? Non. Là, vous trouvez des solutions à pays. Mais c'est bon, Lucas solution à pays à condition que Moutoubaza là. Vous faussez la démarche. Vous faussez la démarche. Non, je vais manger seulement le pondou, bachambisa au kauka. Au réduit champ. Alors, quelle est la démarche? Oh, ils allaient madame, la démarche qu'on doit envisager. C'est simple. Ah ouais, 5 dialogues, mais le samedi dernier en Tanzanie, dans Arusha, Tie Mokoloto, le collègue document, oyo est sanctionné sommet oya SADC et AC, oyo bazo senga la partie nyonso ba solo là. Qu'est-ce que vous en comprenez? Bazo obligé. Bazo exigé. Ouais, balobi on a point 14. Babi le sommet conjoint a exigé la reprise de négociations et des dialogues directs avec l'ensemble de partis étatiques et non étatiques, militaires et non militaires, y compris le M23, et c'est dans le respect de processus Luanda-Nairobi. Qu'est-ce que cela vous ensemble? Non, mais ça veut dire qu'on n'a ni le pouvoir de refuser, ni le pouvoir d'accepter le dialogue. Mais apparemment, Bato Babaye qui ne dialoguer jamais dans M23. Balobaye qui ne dialoguer jamais dans M23. Bazako s'appuyer na maramu ya Luanda. Luanda na Nairobi sko basangani. Ba décider babi il faut dialoguer.
y compris M23. Mais pourquoi batie M23 na kati ya groupes armés te batie bango te na kati ya ba non gouvernemental? Pourquoi batie bango il faut bakumaka M23? Le Rwanda n'a pas été cité. Non, mais le Rwanda n'est pas incriminé. On a évité peut-être sur Nathan pas. Exactement, je parcours le document nulle en part. Tout cas, on a évité là où on a incriminé le Rwanda. Apparemment, le Rwanda a bimi. Azu à table à ma pamba. Non, bah c'est quand on a eu que. Aéroport. Tout ça, Simba Banite. Ça, c'est ce qu'on lui demande. Mais au-delà de tout, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas d'orientation dans le sens de consolider la position du gouvernement. Mais le gouvernement a ses pays pour condamner la fait. Non, mais attendez. Mais dans l'accord, il y a accord à Addis Abeba. On avait critiqué, on avait condamné aussi. On avait demandé au Rwanda aussi de ne pas soutenir les groupes armés. Mais ici, les athées. Est-ce que moi, les athées, tu réfléchis autrement? Parce que là, Bino Batbokendagi Kuna, Bondimi, Bosolana M23. Awa, si ko boye bisa peuple ki Bino Bondimi, Bosolana M23. Bolo Bawa ki Bondimi. Bino Batbokendagi signature. Et dans ce sens, vous avez perdu autant de temps. Car à Ponanini, les gens sont paniqués le fait que M23 a eu Gouma. Tu comprends la solution, il faut que Solana M23. Non. Il faut que Nenanzela Minduki. Non, mais Minduki, ils a voix bien. Il faut Minduki. Il faut Minduki pour changer les rapports de force. Avec quelle armée, avec quel commandement? Avec quel commandement? Moi, je Sabino. Solution Nyonso Bozos Lukawana. Solution Lelo, ils ont article 64. Solution Lelo, na lobara na bino na okonyo lobara bino. Lelo neto zawa. Boyoko kanisa nyonso boyoko kanisa. Solution zaka article 64. Ou sinon la démission volontaire de Félix Tshisekedi. Non, dites-moi un peu. On va dialoguer avec le Rwanda, non? On va dialoguer avec les groupes armés. Savez-vous au moins que nous avons eu déjà à dialoguer avec tous ces gens-là? On a dialogué avec le M23, on a signé des accords avec le M23. Ces accords ont été cristallisés à Nairobi. À Nairobi, point 8J, na Nino Bari Prenaki na Luanda, Balobaki Ango, na point 10, Bazolo Bango, l'intégration, il y a M23. La réinsertion sociale, l'intégration communautaire. C'est-à-dire qu'ils doivent intégrer la société. Attention, dans ces documents, on insiste aussi sur l'acceptation des personnes présentées comme des réfugiés. Attention, il y a aussi une question qui touche à la nationalité. Vous trahissez, Bisso. Nous sommes trahis. Non, la diplomatie agissante, nous sommes trahis. Si vous saviez que vous allez tomber dans ça, mais pourquoi avoir sacrifié autant de jeunes à Goma dans toutes ces guerres-là? La désorganisation, l'indiscipline et fragiliser l'armée. Je vous disais que vous êtes en train de fragiliser l'armée. Je le disais. L'indiscipline. Confiance dans la diplomatie. Ah, quelle diplomatie? Diplomatie à la photo. Moi, le pouvoir a fait ce qu'il y a un binôme moko. Je pense qu'il va être en mathématiques. L'orgueil et l'ignorance. Soukana mélange à mabe. Au moins, et bon, on a attaqué aux orgueilleux, moyebi. Mais quand on est orgueilleux et ignorant, soukana cocktail à mabe. C'est ce qui nous conduit là. C'est-à-dire que les gens n'ont pas su mettre en place une intelligence situationnelle pour comprendre les enjeux et prendre de bonnes décisions au bon moment. Si vous avez un juriste, c'est pour le remplacer par un juriste. Ça, c'est l'état d'âme. Ça, ce sont les émotions. Si vous avez interpellé la maison civile, c'est l'état d'âme. Militaire. L'ancien, la maison militaire. L'ancien, service à renseignement militaire. Aujourd'hui, on a un problème. C'est maintenant là que vous le faites. Mais quand nous le disions, chaque jour, na ba TV. Vous tombez dans la même situation. La situation à gestion à carrière, situation à militaire, situation à unité nationale, pour combattre le tribalisme. On en parlait, personne ne nous croyait. Aujourd'hui, nous sommes à genoux
Bazako obligé biso token. Mais moi maintenant quand nazako ça na ça coupe, nazo ba information yo so ba tout ce que j'avais comme élément, je me rends compte que le plan qui s'est fait aujourd'hui était un plan conçu avec la complicité de Félix Tshisekedi, mais retardé par rapport à la pression politique. Comment ça, Lembolo Djoa, hein? Vous voyez l'ombre de Félix Tshisekedi partout. Mais il est là. Oh, il est là signataire. Il est là. Atini Moutina a signé la place. Mais Mbolo, maman Soumi Nande Azala Kenda Kikuna. Mais quand na comment il y a Félix. Rien qu'on représente. Est-ce que n'est qu'on a pas la volonté na? Batina ke gotinda. C'est-à-dire que moi je vous disais, il est dans mais le là, vous comprenez ces désistements de dernière minute ou parce que manque de tact. Manque de tact. Manque d'intelligence. Mais c'est qu'il était là oui ou non? Il était là. De loin. De loin. Bah, on comptait la liste. Il était là en vision conférence. Hein? Et représenté physiquement par Judith Souminois. Ça devient de plus en plus ridicule. Il y a état d'âme, émotion sur des questions d'État. L'État, c'est meurt. Hein? Bon, on a le yenge, mais l'État, c'est meurt. Ça, c'est ridicule. Hein? On ne va pas négocier, on ne va pas négocier. Mais on dit ici, le sommet conjoint a exigé. Boboya. Et puis, on a Nairobi, on a Luanda. C'est décevant. Hein? Les pays membres de la SADC, tout comme de l'EAC, est-ce que ont-ils fait et cause en faveur de la République démocratique du Congo? Je lis la citation de la présidente tanzanienne, pays hôte de ses assises, Suluhu Samia. L'histoire nous jugera sévèrement si nous restons immobiles et si nous regardons la situation s'aggraver jour après jour. Non, mais des solutions cosmétiques, des solutions palliatives, ça, ce sont des solutions comprimées aspirines. Ça ne va rien résoudre. Exiger à un État souverain de négocier avec les agresseurs, ce n'est pas une solution en soi. Si les gens pensent que le dialogue qu'on nous exige là, c'est une solution, nous l'avons déjà eu. On a déjà eu à dialoguer avec le Rwanda. Parce que la question de la défense et la question sécuritaire au Congo est une question transversale qui prend en compte les éléments, les facteurs endogènes et exogènes. Nous avons eu ces débats-là. À Addis Abeba, on en a débattu. Et nous sommes résolus face à la communauté internationale de décourager le Rwanda à ne plus soutenir le groupe armé chez nous. Même si ils ont créé les conditions de signer cet accord-là, avec tout ce qu'il y a eu comme résolution du Conseil de sécurité, cela n'a pas empêché au Rwanda de nous attaquer. Je trouve que la solution est la meilleure, c'est renforcer notre capacité de nuisance. On doit avoir une armée capable de persuader et de dissuader. Si on n'a pas cette armée-là, on sera toujours attaqué. Aujourd'hui, on parle de accords, on parle de dialogue, on aura signé des documents, on va revenir, parce qu'on nous exige, attention, on nous exige d'être en coopération avec le Rwanda, de revenir aux accords signés avec le Rwanda. S'il faut exploiter, on doit exploiter ensemble. S'il ne faut pas exploiter ensemble. Mais on doit tirer diplomatie, on doit tirer relation. Kangi balobi relation eza susute. Ezali. Kati ambassade. Lekonanga ezali. Tozonga. Si on avait le temps, j'allais vous lire ce qu'on nous exige dans le premier document, qui est d'ailleurs soutenu par le dernier Obaotiro signé. C'est ce qu'on nous exige. Et puis on veut à ce que le M23 soit réinséré. Le point 10, il y a Nina Luanda. Le chef d'État ont recommandé l'accélération de la réalisation du programme de désarmement, de mobilisation, réintégration communautaire pour la stabilisation, PDDRCS, en cours en RDC. Exprimer leur vive préoccupation quant aux conditions dans lesquelles vivent les centaines de milliers de personnes déplacées dans les zones affectées par la guerre et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va déverser les gens chez nous. Et puis, on vous dit au point 8i
désarmement et cantonnement du M23 en territoire congolais sous le contrôle de FARDC et ainsi de suite. Point J. Retour de personnes déplacées à leur domicile. Point K. Reprise et poursuite de consultations politiques entre le gouvernement de la RDC et les groupes armés locaux jour J. C'est-à-dire on donne même des dates. Mais ça n'a pas été respecté. Et on va créer une zone tampon. EAC, SADC vont venir occuper cette zone. On va faciliter le cantonnement et la réinsertion de M23 pour qu'il y ait cessation. La zone tampon dont nous craignons les conséquences. Non, mais sauf peut-être si les chefs d'état-major généraux des armées décidaient autrement. Okay. Mais on renvoie à ces documents-là. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Donc, la reprise de tous ces territoires sous contrôle de l'ennemi ne peuvent être possibles que par la création de la zone tampon. Effectivement, pour éviter à ce que le gouvernement, qu'il y ait confrontation entre le gouvernement et les M23. Tout à fait. Et cette zone-là sera occupée par les forces qui seront envoyées par les deux organisations sur-régionales. Que craignez-vous? Non, mais je vois la ridiculité dans la démarche de ceux qui sont au pouvoir. Apparemment, c'est ce qu'ils avaient accepté et refusé par la suite. Alors, s'il nous faut faire la guerre au Rwanda maintenant avec les moyens dont nous disposons, est-ce que non, on ne peut pas faire la guerre au Rwanda. On ne peut pas faire la guerre au Rwanda avec un président comme Félix Tshisekedi. Si vous les maintenez, continuez à mourir en silence. Voilà, Alain Bolodjoa, maintenant, on nous demande, on nous exige, c'est l'expression, de dialoguer avec l'M23, mais on prend cette déclaration de Paul Kagame. Cette guerre a été déclenchée par la RDC et non par le Rwanda. Elle a été simplement amenée et mise sur nos épaules et on nous dit de l'assumer. Nous ne pouvons pas l'assumer. Je m'arrête par là. Négocier avec l'M23, oui, c'est bien. Mais s'il faudra négocier avec l'M23, nous devons savoir quel est leur cahier des charges, quelles sont leurs revendications. Et Kagame ici essaie de rejeter la responsabilité sur les épaules de la RDC. Bon, déjà, nous devons savoir que la vision ou les velléités expansionnistes du Rwanda n'ont pas commencé avec Félix Tshisekedi. Ils ont développé leur vision il y a bien longtemps. Et lui, il a été formé pour ce faire. Voyez-vous, il ne cherche que de prétextes, il n'y a que des alibis. Le Rwanda n'a pas besoin qu'il y ait cessation de la guerre. Le Rwanda peut concéder certaines choses pour l'instant. Mais la finalité, c'est de fragiliser l'État. Et dans leur démarche, ils veulent effectivement renouveler leur personnel qui ont été intégrés chez nous dans nos institutions. Parce qu'après le dialogue, il y aura quoi? Il y aura brassage, mixage. Oh, tu sais qu'il y a tellement de oiseaux. Non, il n'a ni le pouvoir d'accepter, ni le pouvoir de décider. Il n'a ni le pouvoir d'accepter, ni le pouvoir de décider. Awande bomonake danger. Awande. Rangers. Ouais, na film moi atala. Awande bomonake danger. C'est ça la stratégie. C'est parce que na mukanda ya sommet wana nulle part ba sengi na Rwanda, yé perso la ba FDLR. Pourquoi on ne l'a pas fait? Non, mais ça veut dire que c'est un fiasco. Non, mais ce sommet ne nous a servi à rien. Non, mais le Rwanda ne négocie pas en position de faiblesse. Et puis d'ailleurs, bon, me poser une question. Et ça a mis wapi? Sommet. La rencontre, ça a mis en Tanzanie. Qui est l'initiateur de la vision et la suprématie néotique? Julius Nyerere. Faut battre ça, il faut bailler l'histoire. La vision aujourd'hui manifestée par Kagame et Botamakuna. Tous ces powers, c'est non, mais au effectivement. Kenya. Non, Kuna n'est pas siège parce que c'est là où il finance. C'est là où il trouve des finances. Là où il y a siège na Bango. Okay. Mais la vision était portée premièrement par Julius Nyerere Museveni. Ce sont eux qui sont les géniteurs de cette vision-là. Mais le mécanisme de financement n'est pas au Kenya. Il y a deux banques qui utilisent Equity na KCB. Alors nous étions dans une messe noire où tout était déjà comploté contre nous. En tout cas, on ne comprendra rien avec Félix Tshisekedi. Si vous voulez que les choses changent, prenez l'initiative ou explorez l'idée de trouver une solution sans Félix.
Avec Félix. Vous ne ferez, je vous dis ici, je ne prophétise pas. Il n'y aura pas de solution avec Félix Tshisekedi. Allez, merci beaucoup Alain Mbolo Djoa d'être venu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot. Bon, moi je pense que c'est une situation dramatique, mais elle est loin d'être une fatalité. Il y a possibilité de résoudre cette question-là, mais on doit donner plus de la place au cerveau et non aux muscles. Allez, merci beaucoup. Vous avez bien fait de nous choisir. Vous êtes sur Politicon. La force du détail avec toute la grande équipe. Nous fixons rendez-vous pour un autre numéro avec la même dose de plaisir. Bonsoir chez vous.